Bonjour tout le monde, c'est Guimauve. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2019 spécial La tête dans les étoiles. Je vous conseille chaudement d'aller voir la vidéo qui a été publiée au même moment que celle-ci, si ce n'est pas déjà fait, où je vous présente en fait le challenge de cette année avec les nouveautés dans la manière d'aborder le challenge, mais également avec les nouveautés que vous retrouverez dans les menus et les sous-catégories. J'y développe également un peu plus tout ce qui est mots-clés, je vous donne quelques pistes pour que vous compreniez mieux l'essence des sous-catégories et pour que vous arriviez mieux à vous orienter et à choisir vos propres livres pour votre pile à lire. Je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos, allez vite la regarder, ça ne dure pas très longtemps et au moins quand vous reviendrez sur cette vidéo, vous comprendrez mieux les livres que j'ai sélectionnés pour les différentes sous-catégories. La pile à lire est quand même assez dense, mais je suis très contente de vous la présenter parce que je pense avoir fait de chouettes petites trouvailles et puis on va pas se le cacher, tout le monde adore les piles à lire. Moi la première, j'adore composer ma pile à lire, vous êtes très certainement comme moi et puis c'est toujours un plaisir de regarder celle des autres. Donc on y va, on se fait plaisir. Pour le premier menu et du coup la première sous-catégorie Tu n'en reviendras pas, j'ai envie de lire Le patient de Timothée Le Boucher, qui est une bande dessinée bien épaisse et qui semble assez dense, et en fait je pense qu'il rentre bien dans cette catégorie tout simplement parce que il semble que ce soit un thriller psychologique, ça je verrai quand je le lirai. Quoi qu'il en soit, on va suivre un jeune homme de 21 ans qui se réveille après 6 ans de coma suite à une agression qu'il a subie avec des membres de sa famille, sachant que c'est quand même le seul survivant, et il va être suivi par une psychologue et ils vont essayer un petit peu de remonter le temps pour comprendre ce qui s'est passé, et lui-même il va faire part de quelque chose dont il rêve en fait chaque nuit, et il rêve d'un homme en noir. Et du coup, on va essayer de suivre tout ça et de découvrir un peu ce qui s'est passé, et ça a l'air hyper alléchant, les planches sont vraiment très très belles, assez douces et épurées, et en même temps assez rondes et expressives. J'ai vraiment hâte, j'ai jamais lu de Timothée Le Boucher, mais ça a l'air hyper intéressant, j'ai hyper hâte. Dans cette même catégorie, j'aimerais beaucoup lire Vers de lierre de Louis Le Bars. C'est un livre que vous avez déjà vu passer dans mon book haul des Imaginales, et si je le mets dans cette sous-catégorie, c'est tout simplement parce qu'on va parler de vampirisme végétal. Et vu qu'il y avait vampire dans les mots-clés de cette sous-catégorie, je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour classer ce livre-là, quand bien même j'ai hésité. Je voulais le mettre aussi dans Down by the Sally Garden, parce que je pense que ça joue aussi sur une esthétique gothique, donc à la rigueur, ça me permettra peut-être de valider plusieurs sous-catégories. Et enfin, je me suis mis une lecture un peu bonus, qui est Apostasie de Vincent Tassi. Ça va un peu dépendre de Lily, si elle est toujours OP pour faire la lecture commune ou pas, si on se la fait en automne ou pas, enfin on verra bien. Quoi qu'il arrive, j'avais vraiment envie de mettre ce livre-là dans ce challenge. Pourquoi ? Parce que alors déjà, on va revisiter le mythe du vampire et du coup ça colle vraiment très bien. J'ai beaucoup hésité, encore une fois, comme pour Vers de lierre, à le mettre dans Down by the Sally Gardens parce qu'on est vraiment dans une esthétique gothique, et franchement, là, je pense que c'est bingo, ça valide vraiment les deux sous-catégories. Et franchement, l'année dernière, j'avais découvert Comment le dire à la nuit de cet auteur-là, c'était la première fois que je lisais du Vincent Tassi, et j'ai adoré sa plume. Donc vraiment, je peux que vous conseiller de découvrir cet auteur-là. En plus, Apostasie, on présente plus vraiment. Je connais énormément de personnes qui ont déjà lu Apostasie et qui ont adoré, donc je sais que lorsque je me mettrai dans cette lecture-là, ce sera sans grand risque, voilà. Pour la deuxième sous-catégorie, Les eaux de David Jones, j'aimerais beaucoup lire Water Witch. Je trouve que c'est le livre qui est presque parfait pour cette sous-catégorie parce que, en fait, on parle malédiction, on parle fantôme, on parle vieille épave. D'ailleurs, je vais juste vous lire très rapidement le résumé parce qu'en fait, je trouve qu'il en dit pas trop, mais il donne relativement bien l'eau à la bouche. Certaines malédictions deviennent de plus en plus puissantes avec le temps. Suite à un accident, Emma a perdu l'usage de ses jambes. 7 ans plus tard, l'adolescente revient sur les lieux du drame, l'auberge familiale du Water Witch, gérée par sa grand-mère mourante. Ce bâtiment a été construit avec le bois d'une épave, celle d'un navire au passé trouble, maudit, raconte la légende. Parmi les sombres secrets qui hantent l'auberge se cachent des fantômes du passé. Voilà. Ça pète. J'aimerais également lire Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. Vous l'avez déjà vu passer, étant donné que je voulais le lire cet été, mais finalement je n'ai pas eu le temps. Donc il se retrouve dans cette sélection, mais alors par contre, pareil, c'est un livre que je trouve idéal pour cette sous-catégorie. Pourquoi ? Parce que alors là, niveau mer, océan, piraterie, vaudou et tout ce qui se rapporte à la magie, au culte vaudou, c'est-à-dire zombies, etc., apparemment là, on y est, complètement, et vraiment, ce livre-là, j'ai envie de le lire depuis
depuis des années, et ben j'espère que là, cet automne, ça va être la bonne. Enfin, toujours pour cette sous-catégorie, j'aimerais beaucoup lire L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Alors là, évidemment, il y avait une jaquette par-dessus, que je ne trouve absolument pas. Je ne sais pas où je l'ai mise. De toute façon, elle était un peu déchirée, donc c'est peut-être pour ça que je l'avais enlevée. Quoi qu'il arrive, enfin là, pareil, encore une fois, mer, océan, créature. Enfin, franchement, je trouve que c'est idéal. En plus, là, c'est une version illustrée que je possède. J'essaierai de vous mettre peut-être un insert pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais je pense que c'est un livre qui peut très facilement rentrer dans cette catégorie, raison pour laquelle je voulais vous la présenter. Ça a l'air impressionnant parce qu'il est très très grand, ce livre-là, mais vu qu'il y a beaucoup d'illustrations, c'est vrai que je pense que ça peut vraiment aider à faire passer entre guillemets le texte, qui au final ne doit pas être si long que ça. Voilà. Donc ça j'ai aussi très hâte, c'est un très 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 beau livre, vraiment je suis très contente de l'avoir, et j'essaierai de vous en faire un petit retour. Pour la troisième sous-catégorie, les freaks, c'est chic, j'aimerais beaucoup lire Chimichanga, qui semble être le premier tome d'une trilogie si j'ai bien compris, mais c'est à vérifier, hein, je voudrais pas vous dire de bêtises. Évidemment, c'est un comics où on va suivre une petite fille ayant une barbe dont elle est très fière, qui va tomber sur un œuf qui va se transformer en une créature dont elle ne connaît pas l'origine, hein, c'est cette grosse créature verte qu'elle va appeler Chimichanga. Comme c'est écrit dans la 4e de couverture, c'est certainement ce qui va un petit peu sauver de la faillite le cirque familial, mais évidemment, ça attire aussi des personnes beaucoup moins bienveillantes, et on va suivre tout ça dans ce premier tome. Et évidemment, il y a d'autres choses que j'ai repérées dans la 4e de couverture que je vais vous lire et qui m'ont donné encore plus envie de découvrir ce premier tome. Je vous lis ça. Ce petit chef-d'œuvre de tendresse et de beauté est signé Eric Powell, le papa du Goon. Il emprunte autant d'univers décalés de Burton que de Fellini pour nous offrir un conte magique qui parle à l'âme d'enfant qui sommeille en chacun de nous. Il y a un livre que j'aimerais beaucoup vous conseiller pour cette sous-catégorie. Il est possible que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne à un moment ou à un autre, perso je m'en souviens plus. Dans le pire des cas, ce sera une piqûre de rappel pour vous. Il s'agit de La Fabrique des monstres, les États-Unis et le Freak Show 1840-1940 de Robert Bogdan, qui est un livre que j'avais lu moi durant mes études quand je rédigeais mon mémoire, et qui est en fait une approche sociologique du phénomène du Freak Show. Et honnêtement, je l'avais vraiment trouvé hyper intéressant, facile, vraiment je l'avais pas trouvé difficile d'accès, ça reste très abordable, il y a une belle mise en page, c'est bien aéré, il y a des photographies qui enrichissent le propos, et surtout ça aborde certains points de vue auxquels on ne se serait peut-être pas attendu. Voilà, et je trouve que ça enrichit vraiment notre vision du Freak Show, donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à essayer ce livre-là qui, je trouve, est bien complet. Pour le deuxième menu et la première sous-catégorie Down by the Sally Gardens, moi j'ai vraiment axé mes lectures sur ce qui était poème. C'est pour cette raison que j'ai envie de lire Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qu'on ne présente pas parce que c'est vraiment un classique de la littérature française, que personnellement je n'ai jamais lu. Comme je vous le dis, j'ai pas lu énormément d'œuvres poétiques dans ma vie, c'est pour ça que j'aimerais bien remédier au problème. Et moi je l'ai dans cette magnifique petite version, mais genre adorable, en couverture rigide, et je pense que n'importe qui aurait envie de découvrir ce genre de texte dans une édition aussi belle que ça. Voilà, c'est un petit peu superficiel, mais ce n'est pas grave. Je trouve que Les Fleurs du Mal, sans les avoir lus pour le moment, collent extrêmement bien à ce challenge, parce que de ce que j'en ai lu, ça semble quand même assez obscur, assez sombre, donc ça a l'air bien. Le deuxième livre que je vous présente, c'est un petit peu mon petit plaisir, parce que là je le vois tous les jours sur mes étagères et je meurs d'envie de le commencer. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte que le challenge commence, et il s'agit de La triste fin du petit enfant huître et autre histoire de Tim Burton. Et je suis fan de Tim Burton, peut-être moins des dernières œuvres qu'il a pu réaliser, mais j'ai grandi avec Tim Burton, il a marqué en moi une empreinte qui à mon avis ne me quittera absolument jamais, et je suis hyper sensible en fait à son univers, à la manière dont il transmet ses histoires, ses univers, qui mêlent à la fois de l'obscurité, du macabre, en même temps beaucoup de douceur, de la poésie, et
J'adore Tim Burton, voilà, j'adore Tim Burton, et là c'est vrai que j'aime beaucoup cette petite édition dans le sens où on trouve à la fois la version originale de ces textes, donc en anglais, et ensuite la traduction, le tout agrémenté des illustrations de Tim Burton. Je suis déjà conquise avant même de l'avoir lu, donc c'est vous dire, et en plus, le truc que j'ai remarqué, et là j'étais, mais... Oh là là, c'était mon petit cœur qui chavirait, le petit enfant huître tient un petit sac où il y a écrit « Trick or Treat ». Si ce livre n'est pas idéal pour le Pumpkin Autumn Challenge, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je suis sûre que le Tim Burton, un jour quand il a écrit ce petit bouquin, il s'est dit « Oui, Guimauve un jour créera le Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis obligée de créer ce petit recueil de poèmes. » C'est n'importe quoi, mais vraiment, ça me fait plaisir d'imaginer ça, voilà. Pour la deuxième sous-catégorie, Mon voisin le Kodama, j'aimerais beaucoup commencer l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières, et vous reconnaîtrez certainement peut-être l'univers graphique qui vient des éditions du Lumignon. Vous savez à quel point j'adore cette maison d'édition qui est axée, on va dire, principalement pour la jeunesse, mais alors qui là propose une œuvre merveilleuse pour les adultes également, puisque c'est un almanach, vous vous imaginez bien, vous avez bien compris, et vu que c'est un almanach, ça va s'étendre sur toutes les différentes saisons de l'année, et moi je me suis dit que j'allais commencer par l'automne, du coup, et que j'allais continuer à avoir ce petit livre sous la main tout au long de l'année, et je suis sûre que ça va être vraiment super, j'adore, franchement je suis fan, c'est un magnifique objet livre, j'essaierai de vous mettre des inserts pour vous montrer un petit peu le style d'illustration, mais c'est une petite pépite que franchement, je peux déjà même vous recommander avant même de l'avoir lu, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, très sincèrement, vous pouvez y aller. Je vais également lire Mes voisins les esprits, qui joue exactement sur le même jeu de mots que la sous-catégorie, donc je pense que c'est absolument idéal. En plus, on a le mot esprit, et vraiment, je trouve que ce manga est fait pour cette sous-catégorie. On pouvait pas faire mieux. Je l'ai découvert après coup, et franchement, j'étais, mais genre, ravie. Et là, pareil, encore une fois, au niveau des graphismes, là, moi, j'ai l'impression d'être dans un Ghibli. Et j'adore, quoi, franchement. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais déjà visuellement, c'est pas mal. Et vous allez voir qu'avec le résumé, c'est quand même hyper alléchant, et pareil, avec les thématiques qui sont abordées dans ce manga-là, c'est idéal, c'est parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Vous pourrez peut-être même le placer dans d'autres sous-catégories. Moi, je trouve que celle-là, c'est l'idéal, mais bon, après, vous pouvez vraiment agrémenter comme vous le souhaitez. Donc, il y a écrit une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais. Vous aurez compris quand même que Kodama, il y avait un truc avec le Japon, hein. Voilà. Et afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, Yachiho emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aide dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises avec toutes les créatures fantastiques étonnantes qu'elle va côtoyer. Et pour finir dans cette sous-catégorie, je reste encore dans de l'illustré puisque je vais lire le tome 7 de Brocéliande Forêt du Petit Peuple qui s'appelle Le Être du Voyageur. Et il faut savoir que cette série, déjà compte 7 tomes, hein. C'était annoncé depuis le tout premier tome. À chaque fois à l'arrière, on pouvait déjà voir les différentes couvertures qui allaient être publiées. Et il faut savoir que chaque tome est absolument indépendant, vous pouvez les lire dans le désordre tout simplement parce que ça n'aborde jamais entre guillemets les mêmes légendes d'un tome à un autre, donc c'est pour ça que je vais lire ce tome 7 parce que il faut savoir que lorsque j'avais acheté le tout premier, donc qui est sur la légende de Merlin, c'était la fontaine de Barenton, j'avais déjà repéré le tome 7, j'avais hyper hâte de pouvoir le lire, et c'est vrai que avec cette catégorie, avec les Kodama, encore une fois, là, on est en plein dedans, vraiment, et j'ai hâte de découvrir cette jolie bande dessinée. J'essaierai de vous faire peut-être des incrustations, on va y arriver, pour vous montrer un petit peu les dessins. Moi, j'aime beaucoup. Ça a un petit côté, comment dire, enfantin, et un petit peu conte à la fois, enfin j'aime beaucoup. Pour la troisième sous-catégorie qui s'appelle Mystidée, j'ai envie de lire le premier tome des chroniques homérides qui s'appelle Le souffle de Midas de Alison Germain aka Lily Bookin. Plus besoin de présenter le bouquin, hein, je pense, mais je trouve qu'il correspond extrêmement bien à la thématique là. Pourquoi ? Parce que alors, déjà on va parler mythologie grecque, si j'ai bien compris, mais transposée à notre époque, bien évidemment, et forcément qui dit mythologie grecque dit dieu, déesse et pouvoir lié à tout ça.
donc j'ai vraiment hâte. En plus, il n'est pas non plus trop long, donc ça c'est, je pense que c'est plutôt bien si on veut lire le maximum de livres possible durant le challenge, donc j'essaierai de vous en redire des nouvelles. Le prochain livre que je vais vous présenter fait partie justement des petites trouvailles dont je vous parlais, et pourtant ce livre-là semble être une forme d'ovni littéraire, en tout cas vu de l'extérieur quand on ne l'a pas encore lu, hein, forcément c'est mon cas, pour plusieurs raisons. Je vais peut-être d'abord vous présenter le livre, ce sera peut-être plus parlant. Il s'agit des chroniques de Girku ou Girku, j'en sais rien, Le secret des étoiles sombres d'Anton Parks. Pourquoi ça a l'air d'être un ovni? Parce qu'il semblerait bien que ce soit un roman, on va dire une fiction, vu que j'ai cru voir des lignes de dialogue, donc il semblerait que deux personnages au minimum parlent. En même temps, l'auteur semble avoir beaucoup de particularités parce qu'il fait beaucoup de recherches dans plein de domaines différents. C'est écrit que c'est un spécialiste des cultures de l'Orient ancien. Donc c'est hyper mystérieux vu de l'extérieur. En tout cas, j'ai repéré le mot Dieu, j'ai repéré le mot humanité, mythe fondateur de la création de l'humanité, etc. Enfin, il y a plein de choses autour de ça, du cosmos également. Donc c'est pour ça que c'est presque même un livre qui pourrait aller dans d'autres catégories, sous-catégories. Donc je vais vous lire le résumé. Peut-être que ça vous donnera des pistes, mais en tout cas moi je suis hyper intriguée. Franchement ce livre-là me fascine énormément. Pareil au niveau de ce qu'on retrouve à l'intérieur, quand on feuillete juste comme ça, il y a des dessins faits à la main, il y a des photos, il y a des graphiques, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses hyper différentes. Bon, je vous lis le résumé d'abord. Les chroniques de Girku retracent sous la forme d'un récit et d'un minutieux travail de recherche les origines cachées de l'humanité. Langue ancienne, éolien, peuple interdimensionnel, etc. Les thèmes traités par Anton Parks offrent des perspectives vertigineuses sur le cosmos, l'homme, son passé et son devenir. Voici le début d'une saga unique où prennent brusquement vie les mythes fondateurs et les dieux cités par les civilisations acadiennes, sumériennes et assyrienne. J'ajouterai même ce qu'il y a écrit encore en dessous parce que je pense que ça peut donner peut-être, je sais pas, un imaginaire à tout ce qu'on pourrait penser de ce livre-là, parce que vraiment c'est que ça reste hyper mystérieux. En fait, on ne sait pas si c'est un roman ou un essai, ou c'est très particulier. Anton Parks est un auteur atypique. Je pense qu'on l'avait saisi. Ses recherches transversales dans des domaines aussi variés que la linguistique, les mythologies, l'archéologie, l'histoire et l'astronomie font de son travail une pièce unique et majeure dans le grand puzzle de la vérité. Il a réussi à unifier des thèmes disparates de l'ésotérisme, connaissance secrète, de l'histoire cachée et de l'ufologie en un tout cohérent et compréhensible par tout un chacun. Voilà, je n'aurai rien d'autre à dire. Peut-être qu'il ira même dans le 4e menu, je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas. Mais là, je peux vous assurer que je suis fascinée par ce bouquin. Pour terminer dans cette sous-catégorie, j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Mary Grave, également le tome 3, qui d'ailleurs sortira le 30 août, si je dis pas de bêtises. Pourquoi Mary Grave? Parce que là, concrètement, niveau résurrection, on y est, hein, dès le premier tome. Pourquoi? Parce qu'on suit donc Sawyer qui porte sur son dos un cercueil dans lequel il y a le cadavre de sa défunte femme, qu'il essaye de ramener à la vie. Voilà. Donc vraiment c'est absolument idéal pour cette catégorie. Et puis je vous en avais parlé dans un vlog que je vous mettrai dans le petit i, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je trouve que c'est un bon shonen avec une ambiance, un univers qui personnellement me parle énormément, avec des petites pointes d'humour, vraiment ça l'avait vraiment bien fait sur moi. Dans cette 4e et dernière sous-catégorie pour ce menu qui s'appelle du coup Prenez garde aux souliers pointus, j'ai très envie de lire L'aura noire de Roberto Sanchez, qui est une jolie petite pavasse de fantasy, mais alors là pour le coup on parle vraiment de sorcières vertes, de l'impression que j'en ai, en tout cas de sorcières guérisseuses comme c'est indiqué dans la 4e de couverture. Le personnage principal semble aspirer à devenir une sorcière guérisseuse en tout cas, et en fait, du souvenir que j'en ai quand j'ai acheté ce bouquin-là, c'est qu'on est vraiment dans un univers très sylvain, avec beaucoup d'arbres, de forêts, de végétation, quelque chose comme ça, et ça m'avait beaucoup charmé. Je vais vous lire la 4e, enfin le résumé en fait qu'il y a sur la 4e de couverture, comme ça vous pourrez vous faire une idée de ce que vous allez retrouver dans ce livre-là. Un démon majeur tiré d'un sommeil séculaire, assoiffé de vengeance et de conquête, refait surface 3000 ans après l'apocalypse qui a anéanti la terre arcane.
Dans ce nouvel univers, les arbres ont acquis une conscience, et les humains des pouvoirs singuliers. Ainsi en est-il de 13 apprenties sorcières qui ignorent encore que le poids du monde repose sur leurs épaules. Et parmi elles, Louise, choisie par la destinée pour barrer la route de cette force démoniaque. Je vais également lire Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est un essai féministe connu, reconnu et qui est presque une sorte de classique dans la littérature féministe, et c'est vrai que en fait ce printemps j'avais une envie irrépressible de lire du Mona Chollet parce que j'avais écouté pas mal de podcasts à son sujet et j'avais acheté le bouquin et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là ça va être l'occasion, hein, l'occasion ou jamais. Je vais enfin lire Les Nouvelles Aventures de Sabrina, l'heure des sorcières, qui est un préquel à la série Netflix, qui vous le savez n'est pas une série coup de cœur pour moi. Très concrètement, je suis même un peu mitigée, il y a des choses qui ne passent pas forcément des masses avec moi, donc voilà, je suis pas convaincue par la série Netflix. Ceci dit, j'ai quand même envie de laisser sa chance à la licence Sabrina et à cette manière d'aborder justement Sabrina avec le côté satanique, etc. Et peut-être qu'en lisant cette histoire, enfin ce qui se passe avant la série du coup, ça marchera peut-être mieux sur moi que la série audiovisuelle, voilà. Donc je vous en redirai des nouvelles si j'ai aimé ou pas. On arrive au 3e menu et donc à la première sous-catégorie qui s'appelle Jack-o'-lanterne, et moi j'ai décidé de jouer en fait sur le côté enfance en faisant des relectures. C'est des livres que j'ai achetés quand j'étais beaucoup plus jeune et je pense qu'une relecture rentre tout à fait dans la thématique de l'enfance et j'ai envie de relire L'île du crâne parce que j'en ai pas énormément de souvenirs, pourtant il me semble qu'à l'époque j'avais bien apprécié, d'ailleurs soit dit en passant, il y a une réédition justement de L'île du crâne qui est absolument magnifique, toujours le même format il me semble, mais alors, par contre la couverture est sublime, il y a plein d'élèves avec des chapeaux pointus un petit peu à la Harry Potter, avec un manoir au fond, enfin c'est absolument sublime, et voilà, au niveau du résumé, c'est David Elliott vient d'être renvoyé du collège, et cette fois ses parents ont décidé de sévir. David se retrouve alors dans une école bien étrange sur la sinistre île du crâne, au large de l'Angleterre. Très vite, il soupçonne le pire, mais il est encore loin de la vérité. Et effectivement, c'est une histoire qui se déroule en 2 tomes, 2e tome que je n'ai jamais lu, mais je verrai bien déjà comment ça se goupille suite à cette relecture, et évidemment, j'avais envie de vous présenter Fantôme en héritage. Pourquoi ? Parce que ce livre, je l'ai saigné quand j'étais plus jeune. Je l'ai lu, relu et re-relu, ça et l'épouvanteur. C'était terrible, et c'est étonnant parce que j'en ai pas énormément de souvenirs, pourtant il est pas hyper long, j'ai certaines images qui me sont restées en fait, mais voilà, c'est vraiment pas long, on a du fantôme, on a de l'héritage, donc je pense que ça va être pas mal. Je vous lis le résumé quand même. Hérité d'une vieille maison, quelle chance pour Brice et sa mère, mais hérité du même coup d'un ancêtre fantôme, cela complique la vie. Surtout quand il s'agit d'une peste doublée d'une furie. Heureusement, Mamie Bazooka vient prêter main forte à son petit-fils. Voilà. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant de ces petites relectures, mais je suis très contente de les incorporer cette année. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire La Légende de la mort, le petit grimoire illustré ici par Xavier Husson. Vous le savez, j'adore Xavier Husson, j'adore sa patte, je trouve que c'est vraiment un artiste avec un très bel univers. Et pourquoi je choisis ce livre-là pour cette sous-catégorie ? Tout simplement parce que Samhain et Halloween par extension célèbrent un petit peu la mort. Voilà, c'est la fête de la mort, de près ou de loin, et du coup je trouvais ça pertinent d'incorporer ce livre-là, et ça parle, enfin le titre parle de lui-même, ça va être des légendes, et ça va être très intéressant d'en découvrir un petit peu plus là-dessus, et encore une fois, les illustrations sont sublimes, et vraiment nous plonge dans une ambiance halloweenesque, mais totale. Vraiment, comme je vous le dis à chaque fois, il y a un petit côté Tim Burtonesque dans la patte de Xavier Husson, mais avec beaucoup de douceur, des couleurs aquarellables, des choses comme ça en fait. Donc ça vraiment, ça va être une petite friandise d'Halloween. En ce qui concerne la 2e sous-catégorie qui s'appelle L'autre mère, j'ai décidé de lire L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de relire de l'Anne-Laure Bondou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a peut-être 1 an ou 2, en fait, ça passe tellement vite que je perds le compte. J'avais fait la relecture de La Princietta et le Capitaine, et ça avait de nouveau été un coup de cœur, j'avais ressenti tellement d'émotions, limite peut-être plus que la première fois où je l'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune,
Et depuis, en fait, je n'ai finalement rien lu de cette autrice, à part La Principessa et le Capitaine, donc voilà, c'était un petit peu l'occasion de changer ça. Effectivement, on va parler de famille, je me suis pas trop attardée sur le résumé, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu envie de me laisser la surprise, mais il va s'agir d'une mère qui va raconter des choses sur son passé à sa fille, et peut-être transmettre certaines choses, peut-être des leçons de vie, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à faire confiance à cette autrice pour en tout cas nous faire ressentir des émotions. Donc je suis très confiante et je suis sûre que ça va être une très belle lecture. Pour la troisième sous-catégorie qui s'appelle Un cinnamon roll et un chai latte à emporter, s'il vous plaît, j'ai décidé de sortir un ancêtre de ma pile à lire, mais qui est là vraiment depuis tellement longtemps, c'est abominable. C'est ce petit livre de nouvelles de Lovecraft qui s'appelle Celui qui chuchotait dans les ténèbres. L'année dernière, j'avais lu La peur qui rôde, toujours du même auteur, et j'avais même fait un audiobook du coup de l'une des 3 nouvelles parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc je me dis que là, même si j'ai déjà du Lovecraft avec l'appel de Cthulhu, ça fait pas trop de mal, c'est pas très très long, et je pense que ce sera facile à caser, je verrai bien. Et je vais également lire L'œil invisible de Erckmann et Chatrian, qui est aussi un recueil de nouvelles. Et alors là, je vous l'avais présenté, il me semble, l'année dernière dans un book haul ou dans une sélection justement pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dans tous les cas, c'est vraiment un bouquin que j'adore parce qu'en fait, c'est une couverture souple et à la fois très épaisse. C'est vraiment un bel objet livre pour dire que c'est un petit format poche. Franchement, rien que pour ça, c'est hyper agréable. Et il me semble qu'il y avait des illustrations, voilà, tout à fait, il y a des petites illustrations par-ci par-là dans ce livre-là. Et pour un livre poche, franchement, c'est très soigné, il y a une belle respiration entre chaque histoire, etc. Enfin, je trouve que la mise en page est pas mal. Et effectivement, ça va jouer sur tout ce qui est fantastique et en même temps sombre. D'ailleurs, je vais vous lire le résumé parce que je trouve que ça donne vraiment super envie. Si dans chaque forêt que vous traversez, vous sentez tapis depuis 100 ans au creux d'un arbre mort la présence d'un loup, si derrière les fenêtres aimables des belles demeures alsaciennes vous soupçonnez que le diable vous observe, si derrière chacune de vos ivresses se dessine une histoire que vous n'osez pas raconter, alors emportez ce livre. Y sont cachées quelques-unes des nouvelles fantastiques et méconnues de l'un des plus célèbres duos de la littérature française. Proches de celles d'Hoffmann, parentes de celles de Poe, elles vous entraîneront de l'autre côté de ce miroir rassurant que nous nommons la réalité. Et pour peu que vous choisissiez, par goût du mystère, de les lire à la lumière d'une bougie, vous verrez vite votre ombre frissonner. Inutile d'en accuser la flamme vacillante. Voilà, ça a l'air énorme. Et c'est rigolo parce que là, quand on parle d'Hoffmann et justement de cette histoire de miroir, moi, ça me fait directement penser à l'inquiétante étrangeté ou Uncanny. Uncanny en anglais ou en allemand, je confonds toujours tout, enfin peu importe. Et c'est un concept qui me fascine énormément et je sais pas, ça m'inspire un peu ce genre de choses-là. Donc là, franchement, j'ai hyper hâte. C'est hyper alléchant. On arrive enfin au dernier menu et du coup à la première sous-catégorie qui s'appelle You're Just Sane As I Am, et le premier livre que j'ai envie de lire, qui est absolument magnifique, c'est What We See in the Stars, An Illustrated Tour of the Night Sky. Désolée pour mon anglais, mais quand j'ai vu ce livre, ça a été le coup de foudre. J'ai même pas cherché à comprendre. Je sais pas si c'est fait pour la jeunesse ou pas. Moi, quand je vois des belles illustrations, je cherche pas trop à comprendre non plus. Mais quoi qu'il arrive, c'est hyper bien fait. Ça va forcément parler des constellations, ça va parler tout ce qu'on retrouve dans l'espace, avec les planètes, les astéroïdes, les étoiles, etc. Ça a l'air hyper intéressant et surtout très très beau. Je suis pas sûre que je vais apprendre non plus des masses de choses, quoique peut-être sur les constellations, ça peut être intéressant. Mais quoi qu'il arrive, ça va être une petite piqûre de rappel, on va dire ça comme ça, et c'est juste un plaisir pour les yeux. Je vous ferai des inserts, parce que alors là, franchement, ça vaut le coup de le voir. C'est vraiment très très beau, et oh là là, j'ai déjà hâte. J'ai vraiment hâte. Je vais également lire Gardienne de la Lune, qui est plus du tout dans le même registre pour le coup. À la base, je l'avais vu passer sur la chaîne de Moody, et je lui avais d'ailleurs dit que j'allais à un moment ou un autre craquer et me l'acheter, et c'est vrai qu'en faisant les menus, j'y avais pas forcément instinctivement pensé, c'est en faisant ma palle, en réfléchissant à ce que j'allais pouvoir mettre dedans que j'y ai repensé, et je l'ai acheté du coup. Et c'est vrai que là, ça va traiter quand même du féminin en fonction de la lune, c'est écrit vers la voie du féminin sauvage, je pense que voilà, ça va traiter de
comment renouer avec son cycle féminin en fonction des cycles de la lune. J'avais déjà un livre sur comment vivre avec la lune qui était plutôt intéressant, mais celui-là, il me faisait terriblement envie. Franchement, quand je l'ai vu chez Moody, j'ai juste craqué, parce qu'en plus, l'autrice qui est Maître Leiki, a travaillé avec une plasticienne pour tout ce qui est illustration, et franchement ça apporte un cachet dingue. Et puis le format est hyper satisfaisant, c'est très visuel, c'est très agréable, on a envie de lire le bouquin en fait. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, mais je trouve que ça compte quand même énormément. Et peut-être que justement ça viendra en complément de ce que j'avais déjà lu dans l'autre bouquin. Donc on verra bien, ça a l'air hyper intéressant quoi qu'il arrive, et je vous en dirai des nouvelles. On change encore une fois de registre, j'ai envie de lire L'enfant qui entendait les étoiles, qui est un livre jeunesse, un album jeunesse, que j'avais eu pour une bouchée de pain, je crois que j'avais eu pour 2 €, vraiment pas cher du tout, il y a un bon bout de temps de ça, et ça a l'air tout mignon, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça a l'air tout doux, tout mignon, puis ça parle d'étoiles, on est absolument dans la sous-catégorie, on est dans le thème. Et enfin pour terminer dans cette sous-catégorie, je vais lire Les Big Secrets de l'univers de Florence Porcel. Je vous avais déjà parlé, il me semble, de Mars Horizon et de L'espace sans gravité. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le cas, j'avais absolument adoré Mars Horizon. Vraiment, c'était une bande dessinée qui était à la fois instructive et en même temps remplie d'émotions. Enfin, moi, elle m'avait fait ressentir des émotions, j'avais trouvé ça absolument brillant. Et c'est vrai que L'espace sans gravité, je crois que c'est son 2e livre, L'espace sans gravité, je l'avais trouvé vraiment à son image, c'est-à-dire à la fois hyper instructif, tout en étant facile à lire, hyper accessible, avec des petites pointes d'humour, vraiment c'était hyper agréable. Je vous conseille franchement de foncer si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est astronomie, etc. Et franchement, là, je me lance dans les Big Secrets de l'univers sans aucune inquiétude. Hein. Franchement, je suis certaine que je vais passer un très bon moment. Pour la 2e catégorie, rêverons-nous de moutons électriques, j'ai décidé d'incorporer Suzine et le Dorme-éveil. Je suis pas certaine que ça va rentrer dans cette catégorie, je verrai bien quand je l'aurai lu, mais j'ai l'impression, au vu de la consonance du titre, qu'on va peut-être parler d'une sorte de rêve éveillé, quelque chose comme ça, et donc du coup, ce serait rigolo de jouer justement sur cette notion de rêve, de rêverie. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas c'est ce que ça m'inspire, ça a l'air sublime de toute façon, c'est aux collections Métamorphose, si je dis pas de bêtises, oui, totalement, et en général c'est quand même gage d'une qualité graphique assez certaine. Voilà, c'est toujours hyper soigné, en tout cas à ce niveau-là. On reste sur de l'illustré étant donné que j'ai envie de lire La Brigade des cauchemars, le tome 1, Sarah. Pourquoi ? Parce que les cauchemars c'est une forme de rêve, mais pas cool. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment joué sur ça. Et je vais vous lire le résumé, mais en gros on est sur quelque chose un petit peu d'aventure où t'as des enfants qui vont essayer de combattre les mauvais rêves des autres jeunes. Voilà. On passe au résumé. Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse brigade des cauchemars. Créé par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les 2 garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ces terreurs nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. Et Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah. Mais où ? Pour terminer dans cette sous-catégorie, je vais lire évidemment de la science-fiction, avec Point du jour de Léo Henry et de Stéphane Perger. Je ne saurais pas trop quoi vous dire, parce que ça fait peut-être partie aussi de ces ovnis littéraires, parce que je me souviens pas trop de ce que l'auteur m'en avait dit, mais il me semble qu'il m'avait genre dit 2 mots, et j'avais dit ok, je vous l'achète, direct. Je crois qu'il devait y avoir des mots comme atypique, des nouvelles... voilà, atypique, nouvelle, peut-être décousue, il y avait quelque chose où on a une sorte de succession de nouvelles, je crois, hein, si j'ai bon souvenir, c'était quand même il y a 2 ans hein, que j'avais acheté ce bouquin-là, ça passe tellement vite, justement des nouvelles mais qui se déroulent toutes dans le même univers. Voilà. Et ce qui m'avait fait aussi craquer, bon, à la fois le format et voilà qui est très appréciable, et le fait qu'il y ait des illustrations, et je me souviens vous l'avoir présenté justement dans un book haul parce qu'il y avait alors une illustration toute particulière que j'avais adorée, qui est celle-ci, qui fait un petit peu monstrueuse et en même temps corps décharné, j'aime bien, voilà, moi ça me parle bien ce genre de truc.
Donc, en plus d'être de la science-fiction, ça a l'air d'être un petit peu horrifique, donc là je pense qu'on est en plein dans tout ce qui est automne, Halloween, au top. On arrive enfin à la dernière sous-catégorie qui s'appelle Songe d'une nuit d'automne, et le livre que je vais vous présenter, j'y avais pas forcément pensé à la base parce qu'en fait il y avait une jaquette par-dessus qui m'empêchait de voir la véritable couverture entre guillemets, et quand je l'ai enlevé, ça a été le tilt direct. C'est Five Feet Apart. C'est une romance qui se déroule sur fond d'adolescents ayant des maladies relativement graves. C'est clairement pas le genre de livre que je lis habituellement, mais là je sais pas, le résumé m'a beaucoup parlé, j'ai un peu regardé les avis sur internet, il y a beaucoup de bons retours, et je sais pas, je crois que j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'être émue et de peut-être pleurer à chaudes larmes, peut-être m'attacher aux personnages et les suivre et juste être dans une romance contemporaine qui n'est pas évidente. Voilà, je sais pas, j'ai envie de me laisser surprendre. Je vais vous lire le résumé, mais peut-être que vous connaissez déjà, hein, parce que moi c'est pas mon domaine, donc c'est peut-être pour ça que je découvre, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ce bouquin. Depuis son plus jeune âge, Stella a l'habitude de tout contrôler, surtout à l'hôpital où ses poumons défaillants l'envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi médical, rien n'échappe à son organisation. Tout l'inverse de Will, qui n'attend qu'une chose, avoir 18 ans, sortir d'ici et vivre enfin. Ils n'ont rien en commun en dehors de leur maladie, celle-là même qui leur impose une distance de 3 pas à tout instant. Peut-on vraiment aimer quelqu'un sans jamais l'approcher? Et pour terminer, je vous présente un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'année dernière, il s'agit de Nox. On revient même pas sur le fait que cette couverture est absolument magnifique et colle extrêmement bien à cette sous-catégorie vu la couleur. On y parle de sorcières. Et c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler l'année dernière, il me semble d'ailleurs sur la chaîne de Margot, et je m'étais dit waouh, il me le faut absolument. Et quand j'ai lu le résumé, alors là, ça avait fini de me convaincre, je vais d'ailleurs vous le lire parce que ça en dit pas tant que ça, et pourtant ça dit juste ce qu'il faut pour qu'on ait envie de prendre le bouquin et de le dévorer. Donc on y va. Dans les couloirs glacés d'un asile, des voix chuchotent à votre esprit. Elles vous murmurent une destination, un village. Vous soufflent des images. Un lac cerné de neige. Une église souillée. Un brasier et les cris qu'il renferme. Elle vous conte une histoire de sorcière, vous narre ses chapitres maudits. Sous un linceul de cendres gît une vérité que nul habitant ne pourra plus ignorer. Leurs secrets, leur peur, la vôtre. Il est déjà trop tard, bienvenue à Clermont. Cette vidéo pile à lire est enfin terminée, elle était dense, je vous avais prévenu, mais félicitations à celles et ceux qui sont arrivés jusque là. En même temps, dans cette pile à lire, je me voyais pas supprimer certains bouquins parce que j'ai l'impression que chaque livre a sa place. Voilà, je suis très contente de cette sélection et j'espère vraiment sincèrement réussir à tout lire parce que cette année j'y crois. Il faut commencer en y croyant un minimum parce que sinon on s'en sort pas, hein, je vous le dis quand même. J'espère dans tous les cas que ça vous a donné des idées, que vous allez pouvoir vous inspirer pour composer votre propre pile à lire. N'oubliez pas que vous avez un hashtag spécifique pour la pile à lire de lancement qui s'appelle Pal du Pack que j'avais déjà mis en place l'année dernière. Essayez s'il vous plaît de l'utiliser à bon escient. Ce hashtag est vraiment là pour partager votre pile à lire, d'accord, de lancement. Si vous partagez par la suite vos chroniques, vos avis sur les bouquins en rapport avec le challenge, n'utilisez pas ce hashtag. Vous avez le Pumpkin Autumn Challenge déjà que vous pouvez utiliser. Là, c'est vraiment pour que nous puissions, centraliser un petit peu toutes les piles à lire de tout le monde. On est d'accord. Et peut-être s'inspirer les uns des autres. Donc voilà. J'espère que vous allez très vite nous partager vos petites piles à lire, j'ai hyper hâte de voir tout ça, et n'oubliez d'ailleurs pas que vous pouvez toujours faire ce challenge, mais en version film et série, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Sur ce, vous le savez, je vous souhaite de faire de très belles lectures automnales, ensorcelées, magiques, effrayantes, je vous fais plein de gros bisous, et à plus, ciao.